On se trouve dans un cadre d'innovation systémique et durable. Quand on parle de changement systémique, il faut observer, écouter et dialoguer pour savoir quelles sont les forces de changement que nous rencontrerons dans notre monde. Les avancées neuroscientifiques, l'ère digitale qui avance avec l'intelligence digitale, ceci sera un langage nouveau à incorporer. La mondialisation qui n'a plus de marche arrière, malgré la volonté de certaines économies. Et quand on parle de changement, on ne peut pas considérer le changement comme quelque chose isolé de ses forces de changement. C'est pour cela qu'on dit que le changement est systémique, parce qu'il a trait à tout le processus de formation. Nazareth Global Education souhaite répondre avec 4 domaines d'innovation durable à ce changement systémique, parce que nous ne pouvons pas penser à une transformation sans l'autre. On ne peut pas penser qu'il n'y aura pas d'interférence entre toutes ces transformations. Ces 4 transformations, on vous rappelle que la première, c'est curriculum, méthodologie et évaluation. La deuxième, c'est le rôle de l'enseignant et de l'élève. La troisième, c'est l'organisation du centre. Et la quatrième, c'est les espaces d'apprentissage. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la première transformation. Parlons du curriculum. Un curriculum que nous avons dû modifier et élargir parce que le monde nous demande de nouvelles compétences, de nouvelles formes que nos gouvernements n'offrent pas toujours. Inclure le monde de la nature, par exemple le potager scolaire, la durabilité, la citoyenneté digitale. Les échecs, vu que cela permet de travailler les 2 hémisphères du cerveau. Et on inclut aussi le curriculum scientifique, sportif et l'apprentissage des langues. Un curriculum donc interdisciplinaire pour que ce curriculum ait un sens dans la vie réelle. Parce que à l'école, nous voulons que l'apprentissage soit pour la vie. Nous ne voulons pas que cela se termine à la connaissance. La connaissance serait un moyen pour obtenir une série de compétences qui sont articulées avec le développement des intelligences multiples. Vu la diversité des étudiants que nous avons, nous pourrions également parler ici aujourd'hui de la justice curriculaire. Mais voyons maintenant une vidéo sur un projet interdisciplinaire. CSI Montserrat est un projet interdisciplinaire qui fait partie des méthodologies actives du centre. C'est intégré par les matières de chimie, biologie, physique, arts plastiques et technologie qui sont menées par 6 professeurs. Ce projet est travaillé en groupe de 5 pour qu'il y ait au moins un élève de chaque discipline. Le projet a comme produit final la présentation d'une scène de crime à l'autre groupe qui doit résoudre le cas dans un temps limité. Chaque groupe doit décider quels seront les contenus à montrer dans la scène. Il faut qu'il y ait au moins 2 évidences ou preuves de chaque matière. C'est-à-dire que depuis la présentation, nous offrons déjà le produit final et avec chaque discipline, on a les bastides pour pouvoir matérialiser toute la connaissance dans le produit final. À partir de la physique, on travaille la dynamique, les forces, l'énergie. Tout ceci servirait, par exemple, pour calculer la force avec laquelle une voiture a percuté un arbre, si cette force est dynamique. Dans la matière de biologie, on a travaillé les concepts liés aux gènes et à leur transmission. On étudie également des maladies congénitales. La discipline de technologie soutient les applications mobiles et de dessin 3D par ordinateur.
La discipline des arts plastiques travaille l'esthétique dans le dessin, la présentation des preuves, des évidences, le prototype et la présentation finale de la scène du crime. Pour ce qui est de la chimie, on travaille là les réactions chimiques, les éléments. Et par exemple, si on veut utiliser des éléments qui ont une couleur ou qui sont solides, ou des solides poisonneux, par exemple, qui pourraient se trouver dans la scène du crime, eh bien, les élèves devront analyser tout cela et savoir d'où ça provient et à quoi ça sert. Pour ce qui est des compétences, nous avons travaillé le domaine de l'investigation des phénomènes naturels et la vie quotidienne avec la résolution de problèmes en appliquant les sciences. Et puis avec les arts visuels, on travaille la jouissance des expériences et des arts artistiques pour la croissance personnelle et sociale. Pour le domaine technologique d'instruments et d'applications, il faut apprendre à sélectionner, configurer des programmes et des logiciels et des dispositifs digitaux. Et puis par rapport à l'intercommunication personnelle, on réalise des activités de groupe en utilisant des outils dans des environnements virtuels de travail collaboratif. Avec ce projet, les élèves nous démontrent que quand ils sont placés dans des situations réelles, ils sont capables de mener des enquêtes sur une histoire, ils sont capables de matérialiser des connaissances curriculaires pour obtenir un résultat. Nous avons vu qu'ils ont bien joui de ce projet parce que tous les élèves se sont impliqués et ils ont tous apporté leur part de connaissances. Aussi, le jour du défi final, ils ont été capables de résoudre les scènes des autres crimes et ils ont pu se comporter comme des policiers pour une journée et ça leur a plu. Nous avons vu le curriculum grâce à cette vidéo sur un projet interdisciplinaire avec plusieurs professeurs. Ça pourrait être moins de 6 aussi. Maintenant, pensons à la méthodologie d'apprentissage expérientiel. Dans cet apprentissage, on véhicule un apprentissage basé sur des projets. Quand on fait des choses, c'est ainsi qu'on les apprend en les appliquant et c'est ainsi qu'on voit à quel point nous sommes compétents. L'apprentissage coopératif, ce n'est pas le travail coopératif pour nous, parce qu'il ne s'agit pas de faire un travail ensemble, c'est plutôt le fait d'être convaincu que l'apprentissage est social, c'est-à-dire le fait de parler avec l'autre, de partager, c'est-à-dire d'apporter des idées à la fois que j'écoute les idées des autres, d'échanger des pensées. Un apprentissage coopératif est important, même si je sais que c'est vrai qu'au début, c'est pas facile à mettre en place, surtout de la part du professeur, parce que le professeur est habitué à une autre distribution. Ces méthodologies fournissent un horizon bien plus vaste à nos étudiants quand on développe la pensée critique. Le fait d'apprendre à penser est très important parce que c'est ainsi que l'on arrive à changer et améliorer le monde. C'est des outils pour prendre de belles décisions, pour résoudre des problèmes, pour savoir évaluer et analyser avec rigueur. Tout ceci va aider les étudiants à être plus créatifs, pour trouver des alternatives pour améliorer le monde. La pandémie nous a aidés à voir à quel point la personnalisation est importante et comment la technologie nous aide à y parvenir. Voici une autre vidéo sur l'apprentissage coopératif pour l'éducation des jeunes enfants. Pour avoir un bon apprentissage, qui est aussi important que le travail individuel, il faut le travail en groupe. Cela propose une façon différente d'apprendre et on tire ainsi profit du travail personnel. L'apprentissage coopératif apporte des avantages non seulement pour le rendement académique, mais aussi pour l'interaction avec les autres. Il y a ainsi beaucoup d'opportunités pour développer l'intelligence interpersonnelle.
Lorsque les enfants ont 1 ou 2 ans, il faut travailler avec tout le groupe, mais aussi avec la moitié du groupe, pour s'habituer à se rencontrer avec un groupe de copains et pour faciliter à l'enseignant le suivi individuel. À partir de 3 ans, on forme déjà cet apprentissage coopératif. On peut former des groupes bases qui peuvent se prolonger pendant toute la période scolaire ou toute l'étape d'éducation infantile. Le rapport entre ces enfants est différent du rapport que l'on peut créer quand les activités sont ponctuelles. Ce qui veut dire que les enfants, quelque part, établissent un pacte de compromis et de soutien et d'exigence aussi. Les élèves d'éducation infantile travaillent de façon coopérative en petits groupes différents du groupe de base pour réaliser différentes activités le long de l'année. Nous sommes 4 groupes et je vais assigner à chaque groupe une lettre. Ainsi, le groupe doit trouver le plus grand nombre de mots qui contiendront cette lettre, celle que je vais vous dire. Mais il y a aussi quelque chose. Vous êtes combien par groupe? Eh bien, chaque personne du groupe aura un travail différent. D'accord? Une personne du groupe sera l'écrivain. Alors, celui-ci, il devra faire quoi? Il devra écrire les mots qu'on a rencontrés. Exact, c'est les mots que vous allez rencontrer. L'écrivain devra les écrire sur cette feuille de papier. Un autre membre du groupe, c'est le chasseur. Qu'est-ce que le chasseur doit faire? Le chasseur est attentif pour trouver des mots avec la lettre qu'on vous a assignée. Le chasseur doit être très attentif et lorsqu'il trouve un mot, il va dire à l'écrivain, « Tiens, écris le mot, par exemple, fenêtre ou n'importe quel autre mot. » Et l'autre membre du groupe, vous savez ce qu'il doit faire? Eh bien, l'autre membre du groupe, c'est l'animateur. Alors, qu'est-ce que l'animateur doit faire? Animer. Oui, exactement. Soutenir aussi. Aussi chercher des mots. C'est pas seulement le chasseur qui doit trouver les mots. Mais, par exemple, l'animateur, il va dire « Pourquoi on ne va pas dans la classe à côté pour voir si on trouve d'autres mots ?» Voilà, c'est cette activité des chasseurs de mots. L'équipe doit enregistrer tout cela. Il y a déjà des papiers qui sont conçus auparavant. Sur la première feuille, il y aura le nom des 3 membres de l'équipe et la date. Il y aura aussi une autre feuille de papier qui sera remplie par l'écrivain exclusivement avec tous les mots qui seront notés sur cette feuille de papier. Et une fois que le temps est écoulé, on donne un temps limité, alors on rentre en classe et on met les choses en commun. Et chaque équipe devra présenter aux autres copains les mots qu'ils ont retrouvés le long de l'activité. Et c'est curieux parce que des fois, le même mot est trouvé par plus d'une équipe parce qu'il contient les lettres de plusieurs équipes. Et alors, ils sont très contents parce que, voilà, ils sont très motivés. Ils doivent trouver beaucoup de mots et plus ils trouvent de mots, plus ils sont contents. Et bien sûr, on ne tient pas tellement compte de l'écriture ou de l'orthographe. Il faut surtout mettre en valeur le fait d'identifier le mot, le son, ou le fait qu'ils ont vu visuellement le mot quelque part, ils l'ont lu quelque part, ou alors ils ont associé un objet à ce mot. L'apprentissage coopératif formel est caractérisé par la distinction des rôles dans le groupe de travail et la durée limitée de cette activité pendant une ou plusieurs sessions. Comme une partie du projet sur les animaux en péril d'extinction, eh bien, nous avons fait une activité coopérative d'apprentissage informel et nous avons divisé les élèves en groupes de 10 et on leur a laissé un certain temps pour qu'ensemble, ils réfléchissent et ils notent de l'information sur des solutions possibles pour les animaux menacés. Une fois ce temps écoulé, chaque groupe a choisi 3 porte-paroles pour exposer et partager l'information avec les autres copains.
toutes les solutions possibles. Ils les ont partagées et ils en ont parlé avec le reste du groupe. L'apprentissage coopératif informel se produit pendant des périodes de temps limitées, par exemple quelques minutes, et on ne distingue pas ici des rôles pour mener cela à terme. Interdépendance positive. On sent le besoin de collaborer pour arriver à un objectif commun. Responsabilité individuelle. Chaque membre se sent responsable de sa tâche assignée. Interaction face à face. Le rapport entre les membres du groupe facilite le succès du groupe. Les habiletés sociales en mettant des dextérités coopératives en place pour un climat de confiance. Évaluation du groupe. Les membres du groupe analysent eux-mêmes à quel point ils obtiennent leur but. Ils parviennent à leur but. Le fait de se soutenir et de célébrer le succès du groupe sont des facteurs qui optimisent les rapports entre les membres du groupe. Cela aide à l'apprentissage de chacun et ça les entraîne aussi pour le travail en groupe qu'ils devront utiliser au cours de leur vie. L'apprentissage coopératif dans l'éducation infantile favorise les habiletés de chaque enfant, l'estime de soi, l'acceptation, le respect par rapport à d'autres points de vue. Cela facilite aussi l'autonomie et les attitudes positives pour l'étude. Et l'évaluation. Nous ne voulons pas être un juge qui va prendre des résolutions, nous voulons être le jardinier qui va semer la terre, qui va labourer la terre, qui va déterminer ce qui est mieux pour que la plante grandisse. L'évaluation, eh bien, certains changent tout sauf l'évaluation, mais nous, on veut une évaluation non pas de l'apprentissage, mais une évaluation pour l'apprentissage, une évaluation qui va accorder de l'importance au processus d'apprentissage et qui va rendre visible l'évolution formative, c'est-à-dire les pistes pour le succès à la fin. L'élément le plus important de l'évaluation, c'est d'arriver à une auto-évaluation. C'est l'apprentissage pour toute la vie. C'est ainsi que cet apprentissage pour toute la vie sera toujours un apprentissage qui permet de savoir ce qui manque et l'élève saura la personne sait quelles sont ses compétences et elle sait établir ses limites d'apprentissage. On ne va pas permettre que l'évaluation soit quelque chose qui génère de l'anxiété parmi nous ou qui génère des problèmes pour l'étudiant. Une évaluation où l'on va profiter, où l'on va savoir comment nous travaillons et comment régir ce processus d'apprentissage. Voyons une vidéo sur l'évaluation. Innover en éducation, ce n'est pas seulement transformer le curriculum et mettre en place de nouvelles méthodologies, c'est aussi l'innovation pour l'évaluation. L'évaluation, c'est la régulatrice de l'apprentissage. On ne peut pas seulement l'identifier avec un examen final. Lorsque les élèves terminent leur période académique et entrent dans la vie adulte, on ne va pas leur juger pour l'accomplissement des épreuves, mais pour leur évolution. C'est-à-dire que l'évaluation va leur permettre de savoir comment les compétences se sont améliorées pour chaque discipline et comment appliquer les apprentissages à d'autres tâches. Pour y parvenir, il faut aider les élèves à penser critiquement, à analyser, à synthétiser des idées à l'oral, à l'écrit. L'évaluation doit être constante vu son importance dans le processus d'apprentissage. Elle doit partir de l'observation directe et documentée par les professeurs et par les élèves. Et elle doit partir aussi d'un échange d'opinions entre les élèves eux-mêmes. Le processus d'évaluation devrait se baser sur une collecte de données, l'analyse de ces données et en fonction de tout cela, une prise de décision. L'évaluation peut avoir des fins régulatrices pour régler les difficultés, des erreurs que l'élève va rencontrer ou qualificative quand il s'agit de qualifier le processus d'apprentissage. En tout cas, pour que la prise de décision soit efficace, il faut penser à l'évaluation formative et formatrice. Pour régler le processus d'évaluation, le professeur devra prendre des décisions de type social pour classer, sélectionner, orienter. Et c'est pour cela qu'on remet des bulletins, des notes et des rapports. Mais le professeur prend aussi des décisions de type pédagogique pour régler le processus d'enseignement. C'est l'évaluation formative qui est
encore plus enrichissante lorsque la prise de décision vient de l'élève lui-même. C'est ainsi que l'on l'appelle alors évaluation formatrice. Pour y parvenir, tout d'abord, il faut prendre compte des critères d'évaluation. Les critères d'évaluation sont les objectifs que les élèves doivent connaître et comprendre. Ils peuvent être plus généraux ou transversaux dans le cours, ou alors spécifiques quand ils sont rattachés à une unité ou à un projet concret. En tout cas, il faut que l'approche soit compétentielle et non pas tellement curriculaire. Aussi, il faut permettre que les élèves participent de leur processus d'apprentissage et il faut les aider à atteindre leur but. On peut créer conjointement pour savoir et dire si on a accompli le but ou pas. Dans une évaluation formatrice, on peut appliquer des instruments qui correspondent aux nouvelles méthodologies. L'élève doit avoir la sensation qu'il est toujours accompagné dans son processus d'apprentissage. C'est pour cela que le retour d'information est tellement important. Outre le fait de résoudre des doutes, un retour d'information va aider à l'élève à obtenir ou à parvenir à ses buts sans déviation. Et le retour le plus important n'est pas celui que l'on donne à la fin. Il faut que toutes les tâches soient divisées en différents brouillons pour avoir une amélioration de qualité, pour recevoir le retour d'information de l'enseignant. Les rubriques sont aussi très intéressantes parce qu'elles établissent avec précision ce que l'on demande aux élèves pour des projets particuliers ou pour des exercices. Les rubriques doivent être écrites pour les élèves avec des énoncés clairs et compréhensibles. Quand on partage ce que l'on attend des élèves, la qualité de leur travail s'améliore. Le feedback ou retour d'information et les rubriques ne sont pas seulement des instruments utilisés par les enseignants. On recommande que ce soit aussi les élèves qui les utilisent. Par exemple, en tant qu'outil pour une coévaluation. La coévaluation est une bonne façon d'apprendre parce que cela implique les élèves dans le processus d'évaluation. Ainsi, les critères doivent être partagés, publics et pertinents et clairs, bien structurés avec des critères d'évaluation. La coévaluation va nous permettre d'avoir des retours d'informations de différents points de vue. Les élèves peuvent aussi générer des rubriques ou générer aussi la dynamique des critical friends. C'est-à-dire que pour une évaluation entre pairs, les retours entre élèves peuvent être aussi utiles que les retours fournis par les enseignants. Avec l'auto-évaluation, on établit le rapport entre comment je dois faire ma tâche et comment savoir si je m'en sors bien. La finalité, ce n'est pas tellement que l'élève se qualifie soi-même, même s'il peut le faire, c'est surtout l'auto-connaissance. Et pour développer donc la capacité d'auto-évaluation, les difficultés et les améliorations possibles. Enfin, un outil très important aussi, c'est le portfolio élaboré par l'élève, qui recueille des expériences, des travaux, des réflexions sur une matière ou sur le cours en général, qui sont considérés par l'élève comme importants. Et organisé sous des critères d'évaluation, le portfolio devient important quand on le montre aux autres, quand on peut présenter le portfolio à d'autres élèves, aux parents, à d'autres parents. C'est ainsi que l'élève montre sa pensée la plus complexe. C'est-à-dire que le portfolio est un instrument pour expliciter les décisions prises par l'élève et pour faire valoir son point de vue critique. En conclusion, il faut évaluer pour l'apprentissage et le processus d'apprentissage est plus important que le résultat final. Le fait d'apprendre, ce n'est pas le fait de passer un examen. Le fait d'apprendre, c'est de se poser des questions, de trouver des réponses. On apprend quand on se trompe, quand on évalue, quand on participe de façon active dans le processus d'apprentissage. On apprend aussi quand on est des sujets, des objectifs de notre apprentissage. Il ne peut pas y avoir de changement d'éducation si on ne change pas les modèles d'évaluation. Innover en éducation, c'est aussi innover en évaluation. Première transformation. Cette première transformation, c'est celle qui va nous conduire rapidement à la transformation du rôle de professeur, du rôle de l'étudiant, du rôle du centre aussi, de son organisation, des espaces d'apprentissage. Donc voilà, on termine la première transformation et on continuera par la deuxième. Merci beaucoup de votre attention.